Welcome to Elena Hairline. Nous vous rappelons qu'il existe énormément de types de cheveux différents, des longueurs différentes et du coup des volumes différents. Et donc ce qui fonctionne pour quelqu'un ne fonctionnera pas automatiquement pour vous. Il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Par contre, il existe énormément de mythes autour des cheveux. Et ils sont vrais pour tout le monde. Nous parlerons également de l'ingrédient le plus controversé des shampoings et si l'angoisse autour de lui est réellement justifiée. Alors, attachez vos pinces. En cas de projection de lac, fermez vos yeux. Oh, je suis safe, mais je sens comme une fake woman. En cas de problème, des masques descendront automatiquement au-dessus de vous. Évitez de les respirer, soyez pas débilos. Et mettez-les plutôt sur vos pointes, en attendant que ça se calme. You can now sit back and relax. We take your hair safety very seriously. Elena Hairline vous souhaite la bienvenue dans ce tout nouveau, ce qu'on vous a jamais dit. Il est temps à présent de vous parler du sponsor de la vidéo, CyberGhost VPN. C'est le VPN aux plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde. Il est tout simplement leader mondial. Si on devait un petit peu transposer dans l'univers des cheveux, c'est Cindy Crawford dans la pub Pepsi, vous voyez ou pas? Et en plus, mais regardez-moi cette note sur Trustpilot. Petite dose de rappel, c'est quoi un VPN? Quand tu te connectes sur un réseau public, tu prends le risque de te faire hacker tes données. Et ça fait mal. Pour te donner une idée, c'est comme quand on rate ta colo, un soir de septembre, il y a 2 ans. Et que tu mets 2 ans à retrouver un semblant chevelure d'avant. Oui, mon histoire, c'est aussi flagrant que ça. Eh bien, pensez à ce choc, c'est la même chose quand tu te fais hacker. CyberGhost, il va te protéger en masquant ton adresse IP et en redirigeant l'intégralité de ton trafic via un tunnel sécurisé. Un VPN, il peut aussi débloquer un contenu géolocalisé. CyberGhost va te débloquer plus de 35 plateformes de streaming et tu vas pouvoir y avoir accès dans le monde entier en illimité. Et tu pourras regarder toutes les compétitions automobiles en live sur les chaînes locales. Point super important, CyberGhost ne collecte aucune donnée, donc tu es réellement anonyme en ligne. Et puis regarde cette interface, super smooth et facile d'utilisation. Et puis, last but not least, un VPN, ça se partage. Et là, toute la famille pourra en profiter puisque tu peux connecter jusqu'à 7 comptes différents. Et c'est disponible sur tout type d'appareils, que ce soit les iPhones, les télés, les iPads, etc. Vous êtes satisfait ou remboursé pendant 45 jours et l'équipe de CyberGhost VPN est disponible pour vous 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Alors n'hésitez pas à aller voir mon lien en description pour pouvoir profiter de moins 83% de réduction et 4 mois offerts. Les mythes autour des cheveux, reliés par des blogs, des articles, l'industrie des produits capillaires et même par les coiffeurs eux-mêmes, les coiffeurs. Hell no. No. Un groupe de personnes formidables, mais un petit peu à part quand même, très bon pour faire passer des interrogatoires l'air de rien. À chacune de leurs questions naît quand même une angoisse, pardon. Je n'angoisse pas chez mon boucher, je n'angoisse pas chez mon pharmacien. Vous les avez coupés quand? Et en plus t'as l'impression que peu importe ce que tu vas lui répondre, il va jamais te croire. Je les ai coupés il y a 3 mois. Tu bredouilles mais t'as rien à cacher, merde. Faudrait les couper un peu, hein. On va les faire pousser plus vite. Ah! J'en tremble. Premier mensonge. Coupe tes pointes, ça les fera pousser plus vite. Je l'ai encore eu il y a 3 semaines pour un brochet. Ils accrochent, ils accrochent. Si on coupe la partie abîmée, ça booste la pousse, vous voyez? No. Le cheveu pousse uniquement au niveau du follicule pileux. Le cheveu pousse uniquement par sa racine, donc le couper ne va pas du tout accélérer la pousse. Par contre, quand vous coupez les pointes, ça évite qu'ils s'emmêlent plus, donc ils se cassent plus. Ils ont également l'air plus épais et ça empêchera les fourches de remonter plus haut dans vos cheveux. N'oubliez pas que la pointe de vos cheveux ont quand même déjà quelques années, donc elles peuvent être un petit peu au bout du rouleau, libérez-les. Mais je sais ce que vous vous dites, on a quand même toujours peur de couper. Mais parce que les coiffeurs ont un mode opératoire de serial killer, voilà. Ah bah après l'interrogatoire, ils sortent une âme les mecs. Et ils te font bien ressentir qu'ils la maîtrisent, hein. Petit tour bien ringard. Ils tournent autour de toi également, hein. Ils t'encerclent, hein, toi t'es là. Et puis, ils te demandent ta dernière volonté. 3 cm, 4 cm. Et en plus, c'est malade, tu sais bien qu'ils vont pas la respecter cette dernière volonté. Ils en avaient besoin. Ils vont être en meilleure santé. Plus ça. Deuxième mensonge. Mon corps n'arrivera pas à la fin de cette vidéo. Les cheveux sont une matière morte. Il faut les couper, ça leur fera du bien aux morts. Attention les coiffeurs. La seule partie vivante de vos cheveux, vous ne la voyez pas parce qu'elle est dans votre cuir chevelu, c'est le follicule pileux. Le reste de votre cheveu est considéré comme biologiquement mort puisqu'il est dépourvu de vaisseaux sanguins et de nerfs. Ton cheveu est composé de 3 couches mortes. Le cuticule, le cortex et la moelle. Le cuticule, c'est une sorte de garde du corps de ton cheveu, hein, qui empêche tout ce qui pourrait nuire à ton cheveu de l'atteindre. Le cortex est quant à lui une sorte de muscle qui va donner la force et la solidité à ton cheveu grâce à des protéines telles que la kératine. Aucun produit ne peut guérir les cheveux abîmés, ils sont morts. Hydrater les cheveux, c'est pas possible, ils sont morts.
ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut enrober, on peut créer une couche autour du cheveu pour en modifier l'apparence ou la maniabilité. Alors je sais que c'est compliqué à intégrer vu que tous les pubs du monde pour les cheveux vont dans le sens de redonner de la vie aux cheveux. 72 hour hydrated hair and full of life. C'est pas possible. Et tant qu'on y est, le mythe du quand tu utilises trop souvent le même shampoing, il devient moins efficace, c'est faux. Si rien ne change pour vos cheveux, c'est-à-dire que vous venez pas de faire une coloration qui les a rendus hyper cassants, ou alors votre cuir chevelu devient subitement plus gras parce que problèmes hormonaux ou que sais-je, il n'y a pas de raison de changer de shampoing, il faut juste trouver le shampoing qui vous convient. Le souci un petit peu, c'est qu'on a tendance à raisonner pour les cheveux comme on raisonne pour la peau. Or, la peau est un organe vivant et les cheveux sont, vous l'avez compris je pense maintenant, morts. Hein? Oui, et pour Halloween ça part en costume coiffeur bien évidemment. Et pas ce coiffeur-là, hein? Non, le simple coiffeur, normal, beaucoup plus insidieux. On va vous dire, t'es pas déguisé? Si, je suis coiffeur. Je vénère des morts. Je veux toujours les ramener à la vie et puis je les coupe. Ça vous coûte 3 balles en costume et les gens vomissent. Un autre mythe maintenant assez répandu, c'est le combat entre les shampoings pas chers et les shampoings très chers. C'est un combat qui est très difficile à départager. Les shampoings chers ont tendance à dire oui, nous on utilise des ingrédients plus concentrés, les autres c'est que de l'eau. Premièrement, déjà si le shampoing est en bouteille, que le shampoing soit cher ou pas cher, c'est 80% d'eau. Le seul shampoing qui ne contient pas d'eau, c'est le shampoing solide. Et accessoirement, il ne contient pas de plastique non plus. Et pour le côté, nos huiles, nos ingrédients sont de meilleure qualité et sont plus concentrés, on a effectivement la liste d'ingrédients, mais tant que tu n'as pas le dosage de chaque ingrédient, ça veut pas dire grand chose. On peut avoir des petits indices, évidemment, des petits indices. Si l'ingrédient arrive après le phénoxyéthanol, qui est un conservateur très utilisé dans les shampoings. Le phénoxyéthanol, il ne peut pas dépasser une concentration de plus de 1%. Donc tous les ingrédients qui arrivent après le phénoxyéthanol sont titrés à moins d'1% dans la formule. Et ça, je peux vous dire par contre qu'il y a beaucoup de shampoings très chers qui se disent extrait de ci, extrait de ça, et on se rend compte qu'en fait l'extrait, il vient après les conservateurs et que donc il est en concentration minime dans la formule. Mais du coup, comme je disais, les gens qui font des analyses entre shampoing cher et shampoing pas cher, ça veut pas dire grand chose vu qu'on n'a pas les concentrations dans la formule, ça rend l'analyse pratiquement impossible. Par contre, il y a un autre mythe qui est assez répandu et auquel on peut répondre, c'est celui qui dit que les après-shampoings bon marché laissent plus de résidus que les après-shampoings plus chers. Tous les après-shampoings laissent des résidus sur les cheveux, c'est leur but principal. Comme je vous l'ai dit, on va venir enrober le cheveu pour le rendre plus souple, plus brillant, puisqu'il est... Les après-shampoings, ils vont venir rajouter de la matière dans les trous des cheveux, qu'ils soient en surface ou en profondeur. L'après-shampoing va venir lisser la cuticule, et donc il va venir combler les trous autour et entre les écailles cuticulaires. Quand la cuticule est lisse, les cheveux ont tendance à moins s'accrocher entre eux, donc à moins s'arracher, donc à moins s'abîmer. Donc les résidus, dans une certaine quantité, ils sont nécessaires pour avoir le résultat promis par le produit. Les produits qui sont utilisés pour lisser les écailles du cheveu, ce sont des huiles, des protéines hydrolysées ou encore des silicones. Donc pour refermer le débat, les après-shampoings chers et pas chers laissent des résidus. Maintenant, il est temps de parler de l'ingrédient angoisse des shampoings et des après-shampoings, peut-être même l'ingrédient angoisse numéro 1, les silicones. Le nombre de fois où j'ai entendu ça chez les coiffeurs, que j'ai lu ça dans des articles, les silicones, mais c'est hyper mauvais pour les cheveux. Ça étouffe le cheveu, ça crée un film autour du cheveu, ils sont soyeux, mais c'est faux. Ils ont l'air brillants, mais c'est artificiel. Et c'est mauvais pour l'environnement. Alors, bon, déjà avec ce qu'on sait, le cheveu est mort, donc quoi qu'il arrive, il n'y a rien qui rentrera en profondeur, ce serait une couche autour, mais bon, creusons dans toutes les choses qui sont reprochées aux silicones, nous dit-on vraiment la vérité? À l'image de ma vidéo sur les cosmétiques, on a un petit peu exposé l'arnaque derrière l'angoisse sur les parabènes. Si vous ne l'avez pas vu, ça se passe ici. Voyons voir ce que j'ai trouvé sur les silicones. Déjà, c'est quoi les silicones? Il y a énormément de silicones différents qui ont des propriétés et des usages différents. Ce sont des ingrédients synthétisés qui proviennent de la silice, principal constituant du sable. Comment les reconnaître dans vos formules magiques derrière vos produits? Ah, elles sont terrifiantes ces étiquettes. Poudlard à côté petit joueur. Wingardium Leviosa. Hydroxypropyl trimonium chloride. C'est ça? Comment vous allez pouvoir les reconnaître, les silicones dans vos produits? Ce sont les mots qui se terminent par ticonol, ticone, xane et silixane. On utilise les silicones depuis les années 50, donc on se rapproche des 80 ans d'utilisation. Mais alors, qu'est-ce qu'on leur reproche? First, les silicones sont synthétiques et pas naturels. C'est vrai, les silicones sont synthétiques, et il y a un pont qui est trop souvent fait entre naturel et safe, et entre naturel et meilleur, et entre naturel et bon pour l'environnement. Ce pont n'a pas de sens. Les substances les plus toxiques au monde, elles sont naturelles, comme la toxine botulique ou l'arsenic.
Mais parlons donc de la toxicité des silicones pour la santé humaine. Je me base sur une étude récapitulative sur les silicones dans les cosmétiques, une étude qui a été updatée en 2023, qui est publiée sur PubMed et qui est évidemment identifiée sans conflit d'intérêt. Les silicones sont non toxiques, non cancérigènes et ils sont hypoallergéniques. On utilise principalement deux types de silicones dans les produits capillaires, le diméthicone et le cyclotétracyloxane, qu'on appelle aussi D4. Merci pour la facilité. Donc dorénavant, je dirais D4, on est d'accord? Soi-disant, ces silicones sont toxiques pour l'homme, je vais vous lire le résultat des études. Conclusion de l'étude sur le diméthicone. Aucun effet indésirable lié au traitement n'a été observé chez les femmes enceintes ou les fœtus ayant reçu le traitement. Le diméthicone s'est révélé négatif dans tous les tests de génotoxicité. Le groupe d'experts a estimé qu'il était peu probable qu'il soit absorbé de manière significative par la peau, vu que le poids moléculaire du diméthicone il est élevé. Les données des tests de sécurité confirment la sécurité de ces ingrédients aux concentrations connues pour être utilisés dans les formulations cosmétiques. Pour le D4, j'ai beaucoup lu que chez le rat ou la souris, le D4 se comporte comme de l'œstrogène, l'œstrogène étant une hormone féminine perturbateur endocrinien, ok? Alors il y a 3 études qui montrent l'effet du D4 sur les rats, mais je lis un extrait de la conclusion de l'étude qui s'appelle « Toxicologie du D4 ». Bien que ce mode d'action puisse jouer un rôle dans le développement des tumeurs utérines bénignes chez le rat, il est peu probable qu'il se produise chez l'humain en raison des différences dans les mécanismes de régulation du cycle. Il semble que ces effets puissent être spécifiques à l'espèce, sans risque ni pertinence pour la santé humaine. Les résultats des études indiquent que l'absorption cutanée du D4 est limitée en raison de sa forte volatilité. Contrairement au diméthicone, les molécules de D4, elles ont un faible poids moléculaire, donc elles foutent le camp dans l'air. En cas d'absorption par voie cutanée, donc la peau orale ou par inhalation, la majorité du D4 est rapidement éliminée de l'organisme, ce qui indique qu'une bioaccumulation est peu probable. Alors, ça ne veut pas dire qu'un jour on ne trouve rien. Mais là, on n'a rien. Alors, de nouveau, je ne sais pas ce qui s'est passé, un petit peu comme avec les parabènes. L'info a été relayée, ça a pris comme une traînée de poudre. L'Europe, quand même dans le doute, légifère sur le D4, ce qui fait qu'il y a une limitation à la concentration maximale du D4 dans tous les produits à rincer, et c'est 0,1%. Il y a quand même souvent un petit peu cafouillage en Europe, je trouve. Le glyphosate, les gens naissent sans bras quand même. Mais là, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord pour continuer à l'interdire. Mais ici, attention, on légifère. Il y a des lobbies plus forts que d'autres, je suppose. Maintenant, parlons de The Point. On reproche au silicone de ne pas être biodégradable et d'être toxique pour l'environnement. Comme le point sur synthétique et naturel, un autre raccourci est devenu un petit peu automatique aujourd'hui. Pas biodégradable est égal problème. Ce n'est pas forcément vrai. Biodégradable veut dire que la matière peut être dissoute par des organismes vivants comme des bactéries. Mais le verre, par exemple, il n'est pas biodégradable. C'est pas pour ça qu'il est toxique pour l'environnement. Et évidemment, il y a des matières pas biodégradables et toxiques. Mais le pont n'est pas automatique. Quand ces silicones sont relâchés dans la nature, le diméthicone, il est plus lourd moléculairement, donc il va plutôt se diriger vers les sols et les sédiments, tandis que le D4 qui est plus volatile, il a tendance à se répartir dans l'atmosphère. Ils se dégradent tous les deux en composants inorganiques, en dioxyde de carbone, en acide silicique et en eau. Alors le diméthicone, il ne présente aucune restriction en Europe et ailleurs, parce que pour l'instant, il ne présente pas de risque avéré pour la santé et l'environnement. Le D4, il est régulé parce qu'il pourrait être nocif pour l'environnement, entre autres pour les eaux usées qui se reversent évidemment dans les océans. Cette restriction, elle est controversée parce qu'un petit peu comme pour la toxicité humaine, les preuves sont discutables. Et ici, il faut bien qu'on comprenne qu'il y a interdiction parce qu'il y a risque. Ce n'est pas établi. L'Union européenne est très prudente, tant mieux pour nous, mais on va essayer de comprendre correctement les impacts du D4 sur l'environnement. Aucun effet néfaste n'a été détecté dans des organismes présents dans l'eau ou ailleurs. Comme le D4 est assez volatile, il part dans l'atmosphère, on a analysé, il ne pose pas de problème pour la couche d'ozone également. Le D4 dans les écosystèmes aquatiques a également fait l'objet d'études approfondies au Canada. Selon une information fournie dans la loi canadienne sur la protection de l'environnement, le D4, après maximum 45 jours, il n'a pas persisté dans l'eau, il est très volatile donc il s'évapore. Un autre point qu'on entend souvent, c'est le silicone étouffe le cheveu. En 2023, on peut étouffer les mots. Il suffoque. Ça peut rendre notre quotidien bizarre. T'écripoche, t'étouffe. T'écripoche, t'étouffe. On en est là, visiblement. On entend aussi que le silicone étouffe le bulbe du cheveu sur le cuir chevelu. C'est un point qu'on trouve également dans l'étude récap silicone dans la dermatologie. Le silicone n'interagit pas avec la respirabilité de la peau. Le cuir chevelu étant la peau qui recouvre le crâne, il n'y a pas étouffement. La couche que forment les silicones autour du cheveu est respirante. Vient le dernier point important, les silicones auraient tendance à rester dans les cheveux et à alourdir le cheveu. On en revient un petit peu au début où il y a tellement de cheveux différents que c'est un petit peu compliqué d'avoir une règle universelle. Vous êtes le seul juge
juge de ça, il va falloir expérimenter vous-même. Ça dépend des personnes et ça dépend des silicones. Notez aussi qu'il y a des ingrédients comme des huiles ou des alcools qui ont tendance à aussi alourdir le cheveu. Donc ce n'est pas parce que dans votre shampoing il y a du silicone que c'est lui qui va alourdir vos cheveux. Et ça dépend aussi de plein de facteurs comme la fréquence de lavage, etc. Vous les avez coupés quand? Il y a aussi des types de silicone qui vont convenir mieux à certaines personnes. Quand le cheveu est trop abîmé, par exemple l'amodiméticone, il est spécialement conçu pour ça, ça peut aider. Mais ensuite, tes cheveux ont repoussé, ils sont moins abîmés, et là du coup c'est un peu trop lourd pour eux. Faut un petit peu tester quoi, faut faire sa propre expérience. Dans les vidéos sur les cheveux, c'est vrai qu'on nous dit quand même pas mal quoi utiliser. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai choisi de prendre un petit peu le contre-pied. J'espère que vous avez appris un maximum de choses et que les différents points ont pu illustrer qu'il existe vraiment une réelle confusion sur les produits cosmétiques. Et pour avoir épluché les études, le site des restrictions européennes, etc., je peux vous dire que tout est mis en place pour que le consommateur ne comprenne rien. Ce qui donne parfois lieu à des emballements qui n'ont parfois pas de réel fondement. Même si vous ne devez pas perdre de vue que ce n'est pas parce qu'on n'a pas prouvé quelque chose aujourd'hui, on ne pourra pas le faire demain. Et merci encore à CyberGhost d'avoir sponsorisé la vidéo. N'hésitez pas à aller voir mon lien en description qui vous fera profiter de moins 83% de réduction et de 4 mois offerts. Et une connexion sécurisée pour toute la famille, parce que je vous le rappelle, vous pouvez connecter jusqu'à 7 appareils différents. Je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouveau Ce qu'on vous a jamais dit. La phrase du jour importante, on ne force pas une curiosité, on l'éveille. Ciao!